Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire en ligne organisé par Le Temps avec notre partenaire Elka sur le thème du chatbot, le chatbot, l'agent conversationnel. Et puis, on va aussi parler d'intelligence artificielle au sens plus large. Et on va se demander, est-ce qu'aujourd'hui, on est disposé et prêt à interagir avec des robots? Est-ce que ces robots sont en train de s'améliorer avec tous les progrès de l'IA ces derniers mois? Beaucoup de questions. Et puis, je vous enjoins à poser également vos interrogations en ligne et on va essayer de les prendre au maximum avec nos invités. Encore une petite mention pour vous dire que cette thématique sera abordée lors du prochain Forum des 100 qui se tiendra le 31 octobre prochain au Swiss Tech Center de l'EPFL. Alors, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter mes deux invités. Silvia Quartaroni, vous êtes responsable de l'innovation au sein du Swiss Data Science Center de l'EPFL et de l'EPFZ, et également Yann Mainvis. Vous êtes, vous, responsable du pôle Data Analytics et Intelligence Artificielle pour la Suisse romande chez Elka. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci. On a donc reçu une quinzaine de questions de la part de nos internautes. Je vais les prendre petit à petit. Puis, on va d'abord poser peut-être un petit peu le cadre général et définir aujourd'hui de quoi exactement on va parler. Un chatbot, comment, en quelques mots, vous définiriez ce que c'est? Peut-être Madame Quartaroni pour démarrer. Oui, volontiers. Donc, un chatbot est un agent conversationnel. Les débuts des chatbots étaient dans les années 60. Donc, ça fait déjà un petit moment que ces outils existent. Le but initialement était purement d'avoir une conversation avec un humain sur n'importe quel thème sans un objectif particulier. Tandis qu'aujourd'hui, les chatbots sont une technologie plutôt mûre qui permet d'avoir des conversations finalisées à obtenir des informations ou réaliser des tâches. Les années 60, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont là, donc. Oui, le premier était Elisa, qui date de 1966, si ma mémoire est juste, qui a évolué avec Paris dans les années 70. Et puis après, il y a eu des évolutions très intéressantes dans les années 80-90 avec l'arrivée de multitudes d'informations, l'explosion des médias, les technologies qui ont évolué, les puissances calculatoires aussi. Et on a mis en place quelque chose d'intéressant qui est le test de Turing, aussi, qui permettent de juger la capacité d'intelligence artificielle, on va dire, de ces bots, de ces chatbots, qui permet à un humain d'interagir et de voir si, au final, il relève le défi de ne pas faire la différence entre un humain qui est caché derrière un écran et réellement un robot conversationnel qui apporte des réponses. Et du coup, ces chatbots ont été notés justement avec cette échelle-là? Oui, jusqu'à arriver à avoir un prix, genre le prix Nobel du chatbot dans les années 90, qui est le prix Loebner, je crois, qui est maintenant un montant assez important en termes de financement pour les innovateurs. Et ces premiers chatbots dans les années 60-70 que vous évoquez, ils servaient à quoi? On les utilisait pourquoi? Il y avait un but ou bien c'était plutôt les premières interfaces homme-machine avec des tests qui étaient effectués? Donc, les tout premiers simulaient en fait une conversation avec un psychothérapeute. Donc, pour quelle raison c'était décidé de faire comme ça? Tout simplement parce que dans le cadre de la psychothérapie rogérienne en particulier, l'interaction était toute menée par le patient. Donc, l'humain interagissait en donnant le plus d'informations possible. Le chatbot captait quelques motifs, quelques patterns, par exemple, en faisant référence à sa maman. Et du coup, ça pouvait enchaîner avec « parlez-moi de votre mère » et c'était reparti pour que l'humain parle de manière continue. Donc, effectivement, c'était juste un exercice, on va dire, de démonstration. Pour faire parler à un humain, en quelque sorte, avec des questions de relance, c'est ça? Exact. C'est vraiment lié dans la psychothérapie. Et d'ailleurs, il y a sur Internet, vous pouvez taper sur Paris, vous avez une démonstration qui est suivie, il y a eu un enregistrement qui a été fait, et c'est tout à fait sidérant de voir l'état où c'était dans les années 70 et le contexte actuel que nous avons sur les chatbots. Ça veut dire que déjà dans les années 60-70, la machine pouvait déjà comprendre ce qu'écrivait un humain et faire des questions de relance assez précises par rapport aux propos précédents? On était déjà un petit peu à ça ou dans la compréhension, je pense que c'est un peu ambitieux de parler déjà de compréhension. C'était rebondir sur des mots-clés qui avaient été emmagasinés, on va dire, dans un dictionnaire que lui avait appris et qui permettaient de rebondir, de reformuler. Comme disait Sylvia sur capter le mot de mère et ça reformulait une question liée à l'environnement maternel. On peut imaginer qu'après, il fallait quand même qu'un thérapeute analyse tout le contenu et puis après livre un diagnostic si on était allé si loin à ce moment-là dans les années 60-70, je ne sais pas. Certainement, je pense qu'un thérapeute avait un œil à viser derrière. La machine ne pouvait pas tout faire. Quand on parle d'un chatbot, alors à l'époque, c'est encore assez primitif, comme vous le dites. Aujourd'hui, c'est quoi les éléments principaux pour constituer un chatbot? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient en quelque sorte?
Ça dépend de la génération de chatbot à laquelle vous vous référez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment à une période de charnière entre la façon des 10 dernières années et puis la toute nouvelle façon liée au grand modèle de langage. Donc, dans la génération, disons, d'il y a 10 ans, le chatbot avait besoin essentiellement d'un module qui reconnaissait dans quelle direction votre question allait porter. Donc, quelle tâche vous vouliez réaliser, quelle était votre intention. Donc, c'était des méthodes d'intelligence artificielle pour classer ce que vous disiez vis-à-vis de l'une des différentes tâches qu'il pouvait réaliser. Après, il y avait des recettes à suivre pour implémenter cette tâche, donc pour réaliser la tâche selon sa nature. Donc, donner des informations à partir d'une base de connaissances ou alors faire une opération. Aujourd'hui, ce paradigme est complètement révolutionné grâce à l'arrivée d'outils comme ChatGPT qui peuvent un peu tout faire et qui essentiellement ne nécessitent pas disons, couper en différents morceaux ces différentes opérations qui peuvent faire tout d'un coup, mais potentiellement pas très bien. On est passé d'un chatbot qui était assez primitif, on va dire, avec un usage très restreint, c'est-à-dire c'est un périmètre qui était vraiment défini, avec quelque chose qui peut se généraliser aussi avec les IA génératives. On utilise souvent ça sur Internet aujourd'hui, les IA génératives qui permettent d'ouvrir le champ d'investigation et le champ de réponse. Du coup, au niveau des ingrédients, il nous faut quoi? Des super algorithmes. Je vais dire ça dans mon langage, vous aurez un langage beaucoup plus technique pour répondre sans doute. Des super algorithmes, une super base de données et puis un objectif assez précis par les ingénieurs, ou est-ce qu'ils font encore d'autres choses? Alors, sur les modèles un peu dits traditionnels, primitifs, les chatbots à l'ancienne, si je peux utiliser ce terme, oui, il faut un périmètre métier spécifique. Ensuite, il faut une qualité de l'information qui est donnée en entrée qui soit vraiment importante parce que des mauvaises données fournissent de mauvais résultats. Totalement. Et ça, c'est un élément clé. Et ensuite, c'est toute l'arborescence de l'interaction parce que ces algorithmes ont souvent leurs limites et il faut imaginer la sortie. Si vous avez un utilisateur qui pose 3 fois une question avec 3 fois une mauvaise réponse, il y a un certain agacement qui se fait jour. Donc, il faut imaginer qu'est-ce qui se passe après cette 3e question. Du coup, que le chatbot suggère peut-être d'autres questions de la part de son interlocuteur. Mettre en relation avec un agent, un vrai agent physique. Un humain. Un humain, voilà. Absolument, et je dirais que la technique de mise en place de chatbot des 10-15 dernières années était tout un art de configuration de justement quelle était la limite au-delà de laquelle l'utilisateur serait frustré. Il fallait donc intervenir avec une méthode alternative et comment caractériser, mais jusqu'à un certain point, pas excessivement la conversation. Donc cette arborescence à suivre qui essentiellement est la recette de quoi dire suite à quelle, disons, interaction de l'utilisateur, c'était vraiment un travail assez conséquent. Au niveau de la fiabilité, de la performance d'un chatbot, donc on l'a vu, il faut des bonnes données, des bons algorithmes, avoir aussi un objectif précis et puis également une porte de sortie. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients que vous avez en tête pour que ça fonctionne et que l'utilisateur, que l'humain soit satisfait des réponses qu'il obtient? Alors, moi, j'aurais deux approches quand même qui sont complémentaires, c'est-à-dire j'identifie, ça c'est ma perception, j'identifie aujourd'hui 2 types de chatbots, qu'ils soient nouvelle génération ou ancienne génération. Le chatbot informationnel, qui est là pour apporter de l'information, comme le disait Sylvie en introduction, on va aller chercher de l'information dans un écosystème qui est assez vaste, ça accélère la mise à disposition de l'information. Et ensuite, le chatbot transactionnel qui, lui, va assister l'utilisateur à réaliser une tâche, soit le guider dans l'accomplissement de cette tâche, soit carrément que cette tâche lui soit entièrement déléguée. Et il faut bien entendu que les attentes de l'utilisateur soient en adéquation avec ce que le chatbot est en capacité de lui offrir. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui crée des fois des frustrations. On peut imaginer aujourd'hui que des utilisateurs de chatbot, il en existe depuis des années. Si on va sur certains sites web de e-commerce ou de services, j'ai l'impression que la performance n'est pas extraordinaire ces 5-10 dernières années. Est-ce que on peut imaginer qu'aujourd'hui, il y a une certaine réticence de la part des utilisateurs justement de tester de nouveaux chatbots parce qu'ils se disent, voilà, ça n'a peut-être pas beaucoup évolué finalement. Il y a de la chatbot fatigue, comme on pourrait dire, certainement. Et je pense que j'en ai vécu effectivement quelques exemples. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, on est vraiment sur une grande opportunité de revaloriser ce genre d'interaction. Aujourd'hui, on a des capacités extraordinaires génératives de la part de l'IA. Ça nous a donné ChatGPT, Bard et bien d'autres applications. Et je trouve que la perspective la plus intéressante qu'on puisse, disons, envisager, c'est la combinaison de cette capacité de générer du texte avec une base
recherche d'informations. Donc, ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation, c'est essentiellement combiner le meilleur des deux mondes, de réussir à trouver des informations de manière efficace avec, par exemple, un moteur de recherche et compléter, disons, la réponse du chatbot en lui donnant un contexte, en lui donnant à manger aussi une partie d'une réponse d'un moteur de recherche pour qu'il articule beaucoup mieux sa réponse. Je trouve que c'est une vraie opportunité à saisir. Si on parle de chatbot, d'intelligence artificielle, alors c'est pas très facile de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Chacun a un petit peu sa définition. Est-ce qu'on peut dire que les deux ont toujours été liés ou bien non, que l'IA a vraiment, on va dire, décollé depuis, évidemment, il y a eu ce 30 novembre 2022 avec le lancement de ChatGPT, mais l'IA existait déjà auparavant. Comment est-ce que vous faites le lien entre le développement foudroyant de l'IA ces dernières années et le fait qu'il y a une sorte de, même un hiver de l'IA, on dit dans les années 80, 90, vous allez préciser ceci, et puis le développement des chatbots. Comment est-ce que les deux ont évolué en quelque sorte ces dernières années? Alors, sur l'évolution de l'IA, comme vous dites, c'est un terme qui est pas hyper bien défini. Chacun a plus ou moins sa définition. Il y a quelques grandes définitions qui traînent sur Internet. Je viens de ce monde-là et je dirais que ça existe depuis longtemps, mais peut-être pas sous la même terminologie. Les fondements restent les mêmes. Ce qui a évolué, c'est le volume d'informations qu'on a à traiter aujourd'hui. On parle de big data ou de gros volumes d'informations et les capacités calculatoires qui ont évolué de manière plus qu'exponentielle parce que à l'époque, quand on faisait quelque chose, on appuyait sur Enter, on allait boire des cafés. Aujourd'hui, on est en capacité de traiter des gros volumes dans des temps beaucoup plus contraints que ce qu'on faisait à l'époque. Donc ça, c'est la révolution. Et aujourd'hui, cette IA évolue de plus en plus rapidement et vient compléter et adresser de nouveaux usages qui n'existaient pas à l'époque parce que les données n'étaient pas présentes ou les puissances de calcul ne le permettaient pas. Et si je peux rebondir, il y a quand même un lien assez direct entre le test de Turing qui date de 1950, Turing étant un père fondateur de l'IA, et l'utilisation d'un outil conversationnel en 2023. Donc, je trouve que c'est vraiment formidable de voir comment un concept qui était quasiment philosophique en 1950 a évolué en quelque chose de fort pratique. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, Yann, je trouve que une autre, disons, composante du succès croissant de l'IA, en particulier l'IA générative, c'est le fait d'avoir, pour beaucoup de personnes, été, disons, pris en main, donc pris conscience aussi de la possibilité que ces outils fournissaient directement. C'est-à-dire que les 10-5 dernières années, on avait toujours un peu un paradigme de accès à des outils qui avaient de l'IA derrière, mais qui étaient peut-être cachés derrière une barre de recherche ou un algorithme de recommandation. Et aujourd'hui, les gens peuvent chatter directement avec un bot et prendre connaissance des opportunités directement. Je trouve que c'était vraiment un effet extraordinaire, en plus de la technologie qui a augmenté, du volume de données. Et le Generative AI apporte cette interaction beaucoup plus fluide, beaucoup plus humaine, avec ses limites, bien entendu aussi, qu'on abordera certainement après dans la discussion. Mais il y a un côté séduisant d'interaction avec une machine qui n'était pas présent avant. Alors jusqu'à présent, je reviens à ma petite question. Vous parlez de chatbot fatigue, je trouve ça intéressant. Cette petite boîte qui s'ouvrait en bas à droite. Est-ce que je peux vous aider? Et c'était une machine qui disait ça. On avait l'impression auparavant que la qualité du prompt, comme on dit aujourd'hui, donc de la commande utilisateur, était pas forcément importante. Est-ce qu'elle est davantage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a justement, il faut apprendre encore plus aujourd'hui à utiliser ces chatbots ou ils sont devenus plus simples d'accès? Comment est-ce que vous percevez l'évolution de la situation? Je trouve qu'il y a des bonnes implémentations et des mauvaises implémentations, comme pour tout logiciel. Donc, effectivement, l'astuce est là, c'est de mettre l'utilisateur en confiance et de lui permettre de s'exprimer comme il veut. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de faire ça parce qu'aujourd'hui, un agent conversationnel arrive beaucoup plus facilement à reconnaître ce que l'utilisateur veut faire. Maintenant, il faut aussi suivre derrière, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a reconnu ce que l'utilisateur veut faire, il faut être capable de livrer la prestation en question. Et c'est ça la partie où je trouve la frustration risque d'être déplacée au fur et à mesure que la conversation progresse. Vous estimez aussi que voilà, il est plus simple aujourd'hui d'utiliser des chatbots, on n'a pas besoin d'être un expert du prompt, entre guillemets? Oui, parce qu'il est en capacité de mieux comprendre la question. On peut parler de langage vraiment naturel avec les nouvelles possibilités aujourd'hui, chose qui n'était pas le cas à l'époque. On était vraiment obligé d'utiliser des mots-clés ou d'utiliser un ensemble de mots qui se rapprochaient du mot-clé. Et c'était des fois, comment dire, embêtant parce que les personnes ne trouvaient pas le bon mot ou la bonne expression et le bot ne comprenait pas. Aujourd'hui, avec les IA génératives, on arrive mieux à parler son propre langage, voire même sa propre langue. Et elle est en capacité de traduire
dans la langue dans laquelle elle est déployée. Ce qui ne nous prémunit pas, par contre, d'hallucinations, comme on dit, hein, de ces erreurs parfois grossières fournies par des systèmes d'IA. Ça, des entreprises, des ONG ou des États, je ne sais pas, qui lancent des chatbots, ne sont pas à l'abri de ce genre d'erreurs qui peuvent avoir des conséquences peut-être importantes. Des fois, ça arrive. Ça fait partie intégrante de pourquoi les IA génératives sont aussi réalistes dans leur génération. Il y a des paramètres, donc des réglages qu'on peut actionner. Par exemple, un qui s'appelle la température, qui effectivement décrit à quel point ça chauffe quelque part, donc à quel point ça peut générer de manière créative. Et donc, par conséquent, neutraliser ce paramètre signifierait essentiellement neutraliser la capacité de générer du langage et d'interagir. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Par contre, dans les applications industrielles, il y a aussi beaucoup de garde-fous qui peuvent être mis en place pour justement contrôler et diriger la génération qui est déjà partiellement contrôlée et dirigée à la base. Donc, si vous prenez un ChatGPT, il y a quand même différents mécanismes qui font que déjà, il y aura un alignement avec les intentions des utilisateurs. Ça s'appelle techniquement Reinforcement Learning with Human Feedback, et en plus des safeguards qui vont éviter que le chatbot réponde positivement à la réalisation d'une bombe, par exemple. Mais dans l'industrie, on peut ultérieurement aller dans cette direction. Oui, on a vu d'ailleurs lorsque ChatGPT a été mis sur le marché, des gens qui se sont amusés à contourner les barrières qui avaient été mises en place, les garde-fous qui avaient été mis en place, et on arrivait très facilement à contourner ces garde-fous. Comme le précisait Sylvia, toute la manière est dans... C'est pas un simple outil qu'on met comme ça et on branche deux fils, un fil électrique, un fil réseau, et tout se fait dans le meilleur des mondes. Il y a quand même encore de l'intervention humaine derrière pour que les choses se passent bien et que les résultats soient le plus pertinents possible. Et en précision là-dessus, certaines entreprises qui ont déjà déployé ça ont mis des disclaimers par rapport à la validité, la fiabilité du résultat qui est produit, en précisant que, attention, c'est une IA qui a généré, ou une AI, ou une IA, je ne sais plus dans quel sens ils l'ont noté, qui a généré le résultat et qui avait un risque de résultats erronés. Ouais, j'ai sous les yeux, par exemple, Bard, donc le système de Google. Bard peut afficher des informations inexactes ou choquantes qui ne représentent pas l'opinion de Google. Voilà le petit disclaimer, justement. Et voilà. Évidemment, chaque modèle de ce type-là a ce type d'avertissement pour se dédouaner en partie peut-être des conséquences de ce qui est écrit. Comment est-ce qu'on les explique, ces hallucinations? Comment est-ce qu'elles se forment? Pourquoi est-ce qu'elles sont encore là? Et pourquoi des erreurs aussi grossières peuvent des fois être affichées? Comment ça marche? Alors, c'est un phénomène qui n'est pas fondamentalement très nouveau, qui a été beaucoup médiatisé avec l'arrivée de ChatGPT sur le marché. Mais ce phénomène d'hallucination date depuis quelques années, lorsqu'on est entré dans le monde du NLP, du traitement naturel du langage. Et c'est un sujet qui est encore en cours de recherche. Il y a énormément de chercheurs qui travaillent sur ces problèmes. On n'a pas tout à fait compris comment les éviter. On arrive à les limiter un peu, mais on n'a pas encore tout à fait compris comment ça fonctionnait. Parce que quelque part, ce phénomène d'hallucination n'est rien d'autre que la production d'un contenu plausible, tout comme les autres contenus qui sont produits, mais qui n'est pas vérifiable. Il faut penser que derrière une IA générative, il n'y a pas une base de connaissances, une notion structurée de la connaissance, il n'y a pas de fait. Il y a juste l'observation d'une énorme quantité de textes qui a produit un algorithme qui s'est généré des mots probables qui jouent bien dans un contexte donné. Il n'y a pas du tout une volonté, et je pense que c'est très clair aussi de la part des éditeurs, de générer des faits. Donc, inévitablement, des hallucinations vont arriver tant qu'on n'arrive pas à générer ce couplage texte et connaissances structurées. Donc, il faudra vivre avec. Et puis, l'élément que vous disiez, qui peut peut-être être assez inquiétant pour certains, de dire on ne sait pas très bien comment ça marche et des études sont en train d'être faites pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à certains résultats. Ça reste comme une sorte de boîte noire un peu mystérieuse. Oui. Enfin, particulièrement ces algorithmes-là, parce qu'ils sont entraînés sur des volumes de données colossaux, on ne sait même pas les imaginer, avec des puissances de calcul colossales. Et quand on regarde, c'est une architecture de réseau. L'œil humain ne peut pas être en capacité d'analyser chacun des éléments, c'est impossible. Donc oui, ça reste une boîte noire dont on comprend le fonctionnement général, mais qui étonne encore aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à tel résultat? On n'arrivera pas forcément à le dire tout de suite, peut-être plus tard, mais il reste plein d'éléments de recherche en fait, qui sont encore là. Ah oui.
il y a après des différentes approches de différents éditeurs, c'est-à-dire que la société OpenAI n'a pas publié tous les détails par rapport à ChatGPT, son produit phare. D'autres sociétés ont mis non seulement leurs produits, mais aussi les sources, le code ouvert. Donc là, c'est plus facile peut-être de diagnostiquer qu'est-ce qui se passe, mais toutefois, il faut comprendre qu'effectivement, ces grands modèles de langage ont observé tout Internet. Donc, il est très difficile de remonter aux sources dans un contexte où finalement les sources sont infinies, géantes. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour améliorer un petit peu la sécurité de ceci? Mettre certains éléments en open source pour que toute la communauté scientifique puisse s'y intéresser. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'améliorer la qualité de ces systèmes? Alors, je dirais déjà le point qu'il faut souligner, c'est la mise à disposition des algorithmes et des sources de données permet d'améliorer la transparence et donc potentiellement pour ceux qui s'y intéressent d'avoir un peu plus confiance dans ce qui est produit. Ça, c'est important parce que ce qui fait la qualité d'un chatbot ou d'une IA générative ou de quelques algorithmes d'IA, c'est la qualité de l'information qui est en entrée. Et ça, c'est important d'avoir cette transparence et cette fiabilité sur les données. En même temps, on peut imaginer que c'est peut-être des secrets bien gardés d'entreprise et que pas forcément, ces entreprises ne vont pas forcément donner un maximum d'informations sur comment ça se passe à l'interne pour pas avantager des concurrents. On peut imaginer que c'est des données vraiment très, très importantes et sensibles pour ces entreprises qui ne vont pas forcément les partager, justement. C'est potentiellement le cas. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que la pertinence des réponses d'une IA générative dépend du contexte d'application. C'est-à-dire que plutôt que de résoudre, on va dire, le cas général dans lequel on veut voir si ChatGPT est meilleur que Bard ou vice-versa pour n'importe quelle requête, il serait intéressant de se pencher sur le problème de « je veux répondre à des questions dans le domaine spécifique de, par exemple, une banque privée suisse ou une entreprise de manufacture horlogère. Est-ce que j'arrive à donner des réponses pertinentes en contraignant, entre guillemets, mes résultats sur la base d'un périmètre figé. Et c'est là que se joue, je pense, la partie de configuration d'IA générative. Et là, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les sources et d'aller intervenir pour corriger les hallucinations ou tout ce qui ne convient pas finalement au client final. Donc il y a des possibilités de maîtriser un petit peu ceci. Et l'humain est là encore. Je suis une entreprise, j'ai assez envie de me lancer là-dedans, d'offrir un chatbot peut-être soit à l'interne pour mes employés, pour améliorer leurs connaissances, répondre plus facilement à leurs questions, ou bien à l'externe par rapport à mes clients ou clients potentiels. Comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a sur le marché des modèles de langage? Est-ce que je vais voir OpenAI et je me dis, bah voilà, je peux peut-être avoir leur puissance de calcul, ou bien est-ce qu'eux-mêmes, avec leurs algorithmes, peuvent entre guillemets triturer mes données? Comment ça se passe très concrètement aujourd'hui pour l'entreprise? Alors, Sylvia l'a bien précisé tout à l'heure, il y a les algorithmes en eux-mêmes, mais qui sont des outils qu'on doit mettre à disposition, mais sur lesquels il est nécessaire que les experts puissent avoir de l'interaction sur compléter l'information sur laquelle ils ont été entraînés, qui est propre au contexte de l'entreprise concernée, qui permet aussi de réduire le phénomène d'hallucination. Donc, il y a tout un tas de paramétrage qui est à faire. Et puis après, il y a aussi le phénomène de l'industrialisation, parce que si c'est quelque chose qui doit être utilisé au quotidien, soit par les collaborateurs, soit par les utilisateurs externes, il faut que ce soit quelque chose qui soit disponible, qui soit fiable dans le résultat, qui soit reproductible et qui, entre guillemets, tienne la route. Donc, il y a quand même de l'intégration qui est à prendre en compte par des experts qui connaissent leur domaine, qui connaissent le métier, qui connaissent les solutions et qui vont aussi pointer sur les forces et les faiblesses de chacune. C'est un produit informatique comme il y a peut-être 10-15 ans, on se focalisait sur le moteur de recherche entreprise versus un Google qui fonctionnait pour tous les cas, mais peut-être pas pour le cas spécifique de notre entreprise. Aujourd'hui, on a l'interface interactive qui est très similaire finalement. Ça répond à une exigence de recherche d'informations et potentiellement aussi de transactions. Vous êtes très souvent en contact avec des entreprises suisses. Est-ce que vous sentez un intérêt aujourd'hui très fort pour ceci ou un début de curiosité par rapport à ces systèmes pour les proposer justement en interne ou en externe? Absolument. Oui. Du côté LK, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui s'interrogent. Alors, on a l'interrogation sur laquelle on essaye d'apporter des réponses, de lever les freins, d'expliquer le fonctionnement. Et puis après, il y a les clients qui ont déjà mûri leur réflexion et qui aujourd'hui franchissent le cap, tant dans le test que certains, voire même dans l'implémentation, la mise à l'échelle industrielle au sein de leur entreprise, que ce soit des organisations internationales, des cantons ou des systèmes bancaires. Et je confirme, je représente le milieu académique, mais quand même des collaborations avec l'industrie également. Je trouve qu'il y a un énorme intérêt pour l'opportunité que ça représente. Et je pense que c'est vraiment important
que des entités comme les nôtres donnent des bonnes informations sur les vraies opportunités et aussi les limitations. On a plusieurs questions. Je vais commencer à prendre des questions d'internautes qui nous demandent comment, en particulier Jacques, qui nous demande mais comment savoir si je suis devant mon écran, si j'interagis avec une machine ou avec un humain. Est-ce qu'aujourd'hui la frontière n'est pas très claire? Est-ce que les entreprises, États ou cantons vous mentionnez devraient le préciser plus clairement? Comment vous voyez les choses? Alors, ma sensibilité, je prône pour la transparence. J'opterais pour quelque chose qui soit, on va dire, assez sympathique à interagir, avec un avatar qui permet d'être sympathique, mais je préciserais que c'est un agent conversationnel, un chatbot, un robot conversationnel. Après, sur cette partie-là, je pense qu'il y a, si c'est pas précisé, la frontière ou la distinction sera de plus en plus compliquée à faire, parce que justement, tout le monde investit massivement de manière à rendre de plus en plus humain ces chatbots. Et c'est le fondement même du chatbot de mimer la réponse humaine. Mais c'est quand même une bonne pratique de préciser en tant qu'entreprise ou organisation la nature de la conversation. Après, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une conversation sur Internet, dans notre sphère privée, avec des entités qui pourraient paraître humaines et qui ne le sont pas. Et là, il n'y a aucune obligation ni bonne pratique industrielle. Vous pensez par exemple aux réseaux sociaux qui pourraient justement créer des faux profils, ainsi pour avoir davantage d'utilisateurs. Là, on sort vraiment du cadre de la discussion, mais ça peut arriver ou ça existe déjà peut-être maintenant? Tout à fait, ça existe depuis de nombreuses années et puis avec grand succès d'ailleurs. Donc, il faut juste être au courant, effectivement. Les entreprises, ONG ou États qui viennent vous voir, c'est quoi leur but principal avec un chatbot? C'est le côté, voilà, montrer qu'on est à la pointe du progrès, ou c'est vraiment répondre à certaines questions? C'est peut-être diminuer les coûts parce qu'on aura peut-être moins besoin d'agents humains qui vont répondre à certaines questions? Est-ce que c'est un mix de tout ça? C'est un mix de tout ça. On a le côté où on fournit une image on va dire moderne, parce qu'on met à disposition des choses modernes auprès de ses utilisateurs. En mettant à disposition ces chatbots dernière génération, on favorise aussi l'accès à l'information. Donc le chatbot informationnel, comme je précise en introduction, où là on apporte de l'information très rapidement. Et puis après, il y a des choses qui sont mises en place pour l'interne, sur des données purement internes. Donc là, on touche aussi à la sensibilité de l'information. Tant qu'on est sur un espace public, les données sont censées être dites publiques, donc accessibles à tous. Il n'y a pas d'informations confidentielles. Mais lorsqu'on est dans un espace interne à l'entreprise, là, on touche à la confidentialité de l'information potentielle des données. Je dirais, dans mon expérience, pour compléter ce que tu dis, effectivement, il y a beaucoup d'intérêt par les entreprises, dans un premier temps, de mettre en place quelque chose destiné à l'interne pour la recherche d'informations en particulier. Et après, quand on est un peu plus confiant, d'aller vers l'externe, vers les clients, et puis de proposer une façon différente d'interagir avec le même contenu. Le côté économie, c'est quelque chose qui est important pour les entreprises ou autres qui viennent vous voir en disant voilà, peut-être réduire mes coûts ainsi, ou c'est pas forcément l'argument numéro un, la demande numéro 1? Bonjour. Vas-y, je t'en prie. Dans mon expérience, j'ai rarement entendu cet argument en particulier, mais plutôt l'argument d'optimiser la recherche d'informations ou de rendre plus efficaces les collaborateurs. Oui. Sur les dernières interactions, ce sont plutôt la notion d'apporter un service additionnel ou un service de meilleure qualité ou, comment dire, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et rapide. Parce que lorsqu'on est en relation avec, par exemple, un centre téléphonique, il faut avoir quelqu'un qui soit disponible. Donc voilà, c'est pas lié à la réactivité d'un centre d'appel qui peut être des fois un peu plus long. Très concrètement, je reviens à ma question précédente, je suis une entreprise, j'ai envie de me lancer là-dedans, je vais devoir forcément passer par un intégrateur du type société informatique en Suisse ou bien lié au monde académique, ou bien je peux directement m'adresser à ces géants de la tech qui ont tous développé des modèles de langage. Très concrètement, comment je fais? Alors, oui, je viens des deux mondes. J'ai une expérience du côté des grands intégrateurs, du côté des éditeurs de logiciels. Je ne vais pas aller à l'encontre du discours des éditeurs de logiciels, mais c'est toujours bien de faire appel à des gens compétents. Soit vous les avez en interne, vous développez une équipe d'experts en interne qui ont ces compétences techniques, organisationnelles, mais je recommande vivement de faire appel à des experts. Donc, ce n'est pas fourni clé en main par les géants de la tech? Alors, c'est soi-disant fourni clé en main, mais avec une petite intégration, ça va plus rapidement.
on va se replacer du point de vue de l'utilisateur avec cette question de Maëva. Est-ce qu'il y a des technologies qui nous permettent de voir si un texte a été écrit à l'aide de ChatGPT? On se pose un peu cette même question pour les images. On commence à avoir de la peine à différencier images réelles, entre guillemets, et images créées par des générateurs. Même les systèmes de watermark ne sont pas très, très bons pour le texte. Est-ce qu'il y a des possibilités ou bien c'est fini? Oui, si, il y a des solutions qui existent. Hein. Il y a GPT-0, je crois, qui existe sur le marché. Il y a aussi OpenAI qui a mis OpenAI API Key, je crois. Mais ça a ses limites. Il y a, c'est pas fiable. Voilà, la fiabilité est plus que mauvaise. Oui, donc le grand problème, effectivement, la détection, parce que rien ne nous empêche d'utiliser ces outils, mais ces outils auront toujours les outils principaux auront toujours une longueur d'avance sur la génération. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un point où la production est tellement plausible que l'humain a du mal à détecter. Et l'outil informatique qui est censé détecter n'arrivera pas à une confiance même de 50%, donc vraiment le lancement de la pièce pour la détection. Donc, on en revient au devoir de transparence qu'ont les entreprises qui proposent des chatbots, de dire, voilà, c'est avec une machine que vous discutez. Est-ce que toutes les entreprises qui fournissent un chatbot fournissent aussi la possibilité, si vraiment le chatbot n'arrive pas à répondre à la question, de passer tout de suite à une discussion avec un agent humain? Ça, c'est fortement recommandé. C'est lorsqu'on établit entre guillemets, le cahier des charges du chatbot. Quelles sont les pistes de sortie? Et qu'est-ce qu'on propose? Une relation avec un agent conversationnel, avec un agent physique, humain. Oui. Est-ce qu'on génère un email et puis on reprend contact avec la personne? Ça, ce sont vraiment des scénarios qui sont étudiés lors de la mise en place du chatbot. Pour ne pas décevoir encore une fois l'utilisateur. C'est un point très important, j'imagine. Ça génère une énorme frustration, justement. Au niveau, une question de Patrick en ligne, comment est-ce que les entreprises peuvent préparer leur personnel et leurs clients à une interaction croissante avec des chatbots? J'imagine au niveau du personnel, un peu d'angoisse de se faire remplacer par la machine. Au niveau de l'utilisateur, se dire, oula, j'ai pas envie d'avoir un résultat aussi mauvais qu'en 2005, par exemple. Comment on fait? Je pense qu'il y a beaucoup de formations à mettre en place. Aujourd'hui, il y a une curiosité naturelle qui va vers cette direction. Donc, les personnes veulent savoir. Il n'y a pas besoin d'imposer une formation au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup d'accompagnement à faire à la transition. Et je pense que, Elka, vous êtes bien placé pour faire des commentaires dessus. Il est très important de comprendre quelles sont les options, quelles sont les limitations du moment et de faire des piqûres de rappel et aussi de mettre à jour cette information au fur et à mesure que la technologie offre de nouvelles perspectives, ce qui est fréquent. J'ajouterais aussi quels sont les objectifs recherchés, aussi bien par l'entreprise, de mettre à disposition de ses collaborateurs, ou de l'entreprise mettre à disposition de ses utilisateurs. Quels sont les objectifs recherchés et la transparence et vraiment l'accompagnement. Quelles sont les limites qu'on peut rencontrer et quelle est la valeur ajoutée que cela peut amener. Est-ce que le discours de dire, voilà, chers employés, les tâches les plus répétitives, on va les confier à des machines et vous allez vous concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, c'est vraiment comme ça que ça se passe ou bien c'est un discours enjolivant un petit peu le tout? Comment vous voyez les choses? On arrive vraiment à déléguer les tâches les plus simples aux machines et vraiment pour les employés se concentrent sur des tâches à plus haute valeur ajoutée C'est l'esprit général, je pense. Voilà, c'est l'esprit général et c'est ce qu'on arrive à constater chez des clients chez qui on a mis en place des chatbots, mais il y a déjà un long moment, encore dit ancienne génération, où vraiment les tâches de base, où on revient au chatbot informationnel transactionnel, donc l'aspect transactionnel est géré par le chatbot, ce qui permet de fluidifier comment dire, le process client, tant pour l'entreprise que pour le client lui-même. Ça augmente la satisfaction du client et les salariés peuvent dédier du temps à faire des choses beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées et valorisantes. Ce n'est pas qu'un discours. Donc, vous parliez de clients qui ont mis ceci en place il y a plusieurs années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec les nouvelles générations d'IA, il faut repartir de zéro et réinvestir massivement, ou bien on arrive à avoir des modèles évolutifs, ou bien non, on est vraiment à une cassure depuis quelques mois? Moi, je dirais que la partie technologique qui est peut-être à remplacer représente quand même un pourcentage assez limité de tout ce qui est un projet informatique, mais même un projet d'accès à l'information représenté par ces outils conversationnels. Les bons réflexes qu'on a appris il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans même, peuvent être réutilisés. C'est vraiment la partie humaine, la partie décider quel est le cas de figure dans lequel on veut se mettre quand on met à disposition un tel outil qui représente vraiment la grande valeur ajoutée. Et ça, c'est pratiquement inchangé. Je
préciserai que voilà, si on a des chatbots qui existent, on a la colonne vertébrale existante, puisqu'on a tout l'écosystème, on sait pourquoi on l'a mis en place, on sait qu'il a fonctionné. Maintenant, ce qu'on apporte, c'est de la qualité d'interaction complémentaire au travers d'IA génératives qui permettent d'avoir une interaction beaucoup plus humaine. Ça rejoint une question que nous pose Olivia en ligne. Les chatbots peuvent-ils réellement comprendre et répondre de manière contextuelle aux questions des utilisateurs ou est-ce encore un défi majeur? Et du coup, j'ajoute une sous-question. Est-ce que c'est toujours mieux d'être logué en quelque sorte à son compte quand je parle avec une entreprise parce qu'elle saura tout mon historique ou bien un utilisateur invité, entre guillemets, aurait des réponses justement de moins bonne qualité? Comment ça se passe? Alors, ce sont des questions qui sont un peu délicates parce que ça touche à deux parties. Soit une partie qui est informationnelle, qui est si je ne suis pas logué. Donc là, j'ai accès à la même information que tout le monde. Et lorsque je suis logué, j'entre plus dans une information qui est dite transactionnelle parce qu'à ce moment-là, le bot, l'IA, va contextualiser toutes les requêtes de la personne au travers des informations qu'elle détient de cette personne. Donc, a priori, la réponse serait plus pertinente dans un écosystème logué avec tous les garde-fous qu'il faut mettre sur l'aspect sécuritaire. Et protection des données, j'imagine, Exactement. qui est important. Absolument. Est-ce que vous avez des exemples de ce que vous voyez, sans citer d'entreprises ou d'administration précise, de chatbots où vraiment là, il y a quelque chose d'innovant, d'intéressant, à haute valeur ajoutée qui a été lancé ces derniers mois, des exemples d'applications que vous avez en tête, que vous avez vues dans le cadre de votre métier? Alors, vraiment innovante, je dirais c'est innovant par l'approche, surtout quand on parle avec des États qui sont traditionnellement plutôt réticents. Conservateurs, voilà. Plutôt que réticents, conservateurs, disons. Donc, dans ce cadre-là, c'est plutôt innovant et surtout cette image de modernité qu'ils veulent apporter à leurs citoyens. C'est là où l'innovation se situe. Après, l'usage reste peu ou prou ces derniers mois sur un contexte relativement équivalent. Ce qu'on appelle, nous, c'est chat with your data. C'est au final, je veux permettre à un utilisateur de poser des questions dans son langage, dans sa langue, et avoir des réponses pertinentes, résumées, et avec des liens qui permettent de cliquer dessus et d'aller directement sur le document source. Peut-être d'un point de vue un peu plus R&D, recherche et développement. Exactement, recherche et développement, on côtoie des entreprises qui ont quand même beaucoup d'avantages dans l'utilisation d'une approche conversationnelle pour aller chercher dans la masse de leurs données. Je pense que les capacités génératives de l'IA d'aujourd'hui permettent d'accéder plus facilement à de l'information qui est peut-être cachée derrière des tournures de phrases ou même des structures comme des tableaux qui n'étaient pas faciles d'accès avant. Donc, d'un point de vue technologique, je vois une innovation quand même dans cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est plutôt l'état d'esprit de différentes organisations qui veulent s'y mettre pour la première fois qui me paraît particulièrement intéressant. Donc, des informations de qualité plus importante. Et vous parlez du côté modernisation pour un État. Ce sera peut-être des questions pour son administration, des questions que posent ses citoyens de manière générale sur l'État, sans dévoiler trop d'informations sur des clients potentiels peut-être. Ce sont des questions que tout le monde peut se poser sur sa taxation, sur les notions pour les citoyens, les différents statuts de résidents, voilà, des démarches administratives lambda. Et ça permet d'aller très rapidement et d'avoir un résumé. Une question de Yann qui permet de rebondir sur ce que vous dites. Comment les chatbots gèrent-ils les langues et dialectes multiples, peut-être qui fait référence à la Suisse, et quels sont les défis associés à la traduction automatique en temps réel? Si donc, au niveau de la Confédération, ça va être lancé, on peut imaginer que voilà, il faudra gérer des langues différentes, 3, 4 peut-être, 5, avec l'anglais. Aujourd'hui, il y a des sociétés comme Meta qui ont mis à disposition des modèles de traduction simultanée speech-to-speech, donc même en passant par l'audio directement pour 80 langues. Donc, l'avantage des méthodes… Donc, je parle et j'ai une réponse vocale, c'est ça? Vocale, exactement. Donc, c'est une grande opportunité. Toutefois, par exemple, le suisse-allemand ne fait pas partie des 80 langues concernées. Ceci parce que, d'un côté, le suisse-allemand est une langue orale, pas écrite, donc difficile de basculer sur le texte. Et deuxièmement, il n'y a peut-être pas suffisamment de données d'entraînement pour ces modèles. Mais ça ouvre quand même des grandes perspectives et en particulier d'un point de vue, disons, recherche et du point de vue scientifique, c'est quand même très fascinant parce qu'essentiellement l'exercice qui a été fait là, c'est de créer une représentation agnostique par rapport aux langues de la connaissance dans un même espace, un espace latent on appelle, qui permet de faire une traduction avec grande aisance sans pivoter, donc sans passer par l'anglais par exemple, comme on faisait dans le système de traduction il y a 15 ans.
Et ce qui permet justement de fluidifier cette interaction avec les utilisateurs qui, pour certains États, ont des cantons qui sont très cosmopolites, avec différentes langues qui sont représentées, qu'elles soient nationales ou qu'elles soient étrangères. Et ça leur permet justement d'interagir dans leur langue natale sans avoir à faire une traduction de la langue natale vers l'anglais, de l'anglais vers la langue du site internet, donc sur certains États, le français ou l'allemand. Et cette interaction se fait complètement naturellement. Et avec une meilleure qualité aussi, bien sûr, parce qu'on a évité de propager des erreurs d'une langue à l'autre. En termes d'erreurs, justement, est-ce qu'on peut imaginer que pour des données sensibles, pour une entreprise qui veut dialoguer pour certaines choses précises par rapport à des clients ou à des fournisseurs, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un humain qui vérifie 4-5 conversations en même temps, comme aujourd'hui on le voit dans un supermarché en Suisse où on a un employé qui va vérifier plusieurs caisses automatiques pour voir que ça se passe bien? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en ligne ou pas du tout? Ou c'est seulement si il y a peut-être des systèmes d'alerte qui font que là, un humain doit intervenir? Oui, je pense que c'est plutôt comme ça. C'est comme dans les call centers où on a des files d'attente et puis l'agent qui est disponible prend l'appel. Et je pense que là, il y a des warnings qui sont mis et puis l'agent disponible, la personne disponible prend la conversation en main. Il y a un contrôle qualité qui dépend évidemment aussi de la criticité de l'interaction. C'est-à-dire que si je parle de mes droits en tant que citoyen, j'ai peut-être le droit à recevoir une supervision humaine, tandis que si je veux juste connaître la météo du jour par un service comme Météo Suisse, il y aura peut-être moins besoin de validation. Une question de Marie en ligne. Y a-t-il des préoccupations éthiques liées à l'utilisation généralisée des chatbots et comment y faire face? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis sur la table par des clients, des organisations qui veulent se lancer là-dedans ou c'est pas forcément le premier point? Très bonne question. C'est critique. Ce sont vraiment des questions qui sont critiques, les questions d'éthique, les questions de transparence, les questions de sécurité de l'information. D'ailleurs, il y a des lois il y a la LPD en Suisse qui a évolué sur la protection des données dans la nouvelle mouture est entrée en vigueur le 1er septembre. Qui est en place depuis le 1er septembre. Il y a au niveau européen la RGPD qui est aussi présente depuis plus longtemps. 5 ans. Donc, ce qui fait que les États s'en préoccupent et les entreprises s'en préoccupent beaucoup, plus aussi d'autres règlements. Au-delà des lois, il y a des règlements aussi dans le contexte bancaire avec la FINMA. Il y a des règlements qui sont là aussi dans le domaine de l'énergie, qui viennent compléter ces lois qui ont été érigées par les gouvernements ou l'Union européenne, par exemple. On n'est pas en plein Far West, en quelque sorte. Absolument pas, même si clairement la technologie avance plus vite que la réglementation, comme historiquement était le cas. Donc le grand défi aujourd'hui, c'est que la gouvernance intervienne de manière tempestive et puis de manière homogène aussi par rapport aux différentes opportunités qui existent. Il y a cette crainte justement que les réglementations, en particulier européennes, qui vont être un peu le phare dans ce domaine-là au niveau mondial, soient trop strictes et puis fassent en sorte que peut-être endommagent l'innovation, la ralentissent un tout petit peu par rapport à toutes les possibilités de l'IA. Vous sentez cette crainte-là ou... Alors, il y a des risques, oui, des risques de juguler un peu l'innovation, mais ça n'empêchera pas la recherche qui, elle, essaiera d'avancer et puis après s'adaptera. Le milieu industriel s'adaptera aux contraintes réglementaires et puis ceux qui font nos lois prennent en compte aussi l'évolution de la société. Maintenant, avec un retard. Il est sûr qu'on vit dans une économie globalisée. Par conséquent, le fait de faire face à une réglementation moins stricte ailleurs constitue potentiellement une perte d'avantages économiques. Donc, certains milieux, notamment les milieux scientifiques, s'interrogent par rapport à ça. Et il y a évidemment plusieurs sons de cloche, mais y compris l'idée de ne pas réglementer excessivement pour ne pas freiner le progrès. J'ai envie de prendre quelques questions d'internautes encore. Une question de Hugo qui est intéressante. Est-ce qu'on ne va pas devenir trop dépendant de ChatGPT et autres et comment gérer les conséquences négatives de cette dépendance puisqu'on peut imaginer que, comme vous disiez auparavant, énormément d'organisations s'y intéressent et peut-être vont confier totalement, peut-être de manière trop importante, certaines tâches à l'IA, justement? Alors, dépendance, c'est peut-être un bien grand mot. Je dirais pas jusqu'à dépendance, mais je dirais oui, systématiser l'usage parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée, parce que les IA génératives peuvent vraiment accompagner le quotidien des gens au travers de la génération de textes, de la génération d'images. Voilà, il y a vraiment un domaine d'utilisation qui est vaste. Je dirais systématiser l'usage, oui, ou avoir un réflexe d'usage. De là à dire une dépendance, je pense que le mot est peut-être un peu fort.
Je trouve que nous utilisons des moteurs de recherche depuis plusieurs années sans peut-être qu'on s'en considère dépendant dans un sens négatif. C'est sûr que l'IA générative offre une opportunité d'interaction qui est presque humaine, mais je pense que peu de monde a un sentiment d'affection vis-à-vis d'une IA aujourd'hui. Ça pourrait changer dans le futur. Une question très proche de celle-là de Marc. Il dit « Je sais que certaines personnes ressentent de la honte lorsqu'elles utilisent des applications comme ChatGPT. Comment nous aider à surmonter cette stigmatisation et à normaliser l'utilisation de ces technologies ?» Une question inverse par rapport à la précédente qui est intéressante. Vous sentez un petit peu ceci, certains utilisateurs qui ne veulent pas interagir avec une machine parce que ça fait un peu bizarre, voire même honteux, comme disent cet internaute? Alors, honteux... Peut-être un peu extrême aussi. Après, ça dépend si dans son quotidien, cette personne, je dirais, a fait quelque chose avec ChatGPT qui lui a rendu un résultat en quelques secondes, or que lui aurait mis plusieurs heures peut-être à produire le même contenu. Mais je sais pas, je dirais pas honte. Il faut être transparent sur l'usage qu'on a. Je trouve qu'il y a plutôt beaucoup de personnes qui n'ont pas honte du tout d'utiliser ChatGPT dans leur productivité quotidienne. Mais je crois que ça soulève une plus grande question qui est à quel point est-ce que les entreprises et puis les contextes aussi de l'éducation, par exemple, sont prêts à accepter l'utilisation systématique de ces outils. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une police, une stratégie d'entreprise ou d'organisation qui est en place, au moins dans les grandes entreprises et institutions, pour effectivement que les gens se repèrent vis-à-vis de leurs options. Justement, il y a encore une certaine frilosité dans certaines organisations pour adopter ces outils. On parlait d'enthousiasme au début, mais qui ne concerne peut-être pas la majorité des organisations qui sont entreprises qui existent en Suisse. Alors, frilosité, on a connu cette frilosité aussi avec l'avènement d'Internet. À l'époque, Internet était plutôt fermé dans les usages dans l'entreprise. Et puis, petit à petit, on a vu la valeur ajoutée que ça pouvait apporter aux salariés d'avoir accès à Internet. Et je pense qu'avec ces solutions comme celle-ci, ça va se faire aussi petit à petit. L'ouverture, les changements d'état d'esprit vont s'opérer. Les opportunités d'application seront tellement intéressantes d'un point de vue économique que la frilosité va peut-être céder. C'est justement une question que je veux prendre de Marc, qui demande quels sont les domaines d'application les plus prometteurs pour les chatbots dans un avenir proche. Comment vous voyez un petit peu la suite ces prochains mois pour ces chatbots? Si je peux commencer avec mon impression, je trouve que, bien sûr, le chatbot est intéressant là où il y a un contact client, et donc c'est l'application la plus évidente. Maintenant, la technologie sous-jacente au chatbot, c'est-à-dire les grands modèles de langage qui permettent de comprendre des vastes quantités de textes et de donner des réponses, sont excellentes pour analyser la littérature scientifique dans un contexte de découverte de traitement, trouver plus rapidement des thérapies. Je trouve que c'est une opportunité extraordinaire qui nous est offerte aujourd'hui. Oui, je suis d'accord avec Sylvia. Et en complément, on a aussi des clients qui travaillent dans le secteur de la loi, des jurisprudences. Et ça a une capacité de balayer les jurisprudences de différents pays, pas que nationales, surtout quand on bosse dans un contexte international, de balayer les jurisprudences de manière quasi exhaustive, alors qu'un humain ne pourrait pas se permettre de le faire. Donc ça génère vraiment un gain significatif dans le quotidien. Une dernière question pour se projeter encore plus loin que les quelques mois que j'évoquais auparavant. C'est quoi la suite? Ce sera peut-être plus la petite boîte en bas à droite de mon écran pour poser quelques questions. Ce sera quoi? Une sorte d'avatar projeté devant moi qui va répondre à une question? Comment vous voyez ceci? Difficile à prédire, évidemment, mais... Oui, difficile à prédire, très difficile. C'est limite philosophique. Alors, je dirais... Peut-être que les bots actuels n'existeront plus demain parce que leur usage auront complètement disparu, leurs besoins, ce pourquoi ils ont été conçus auront complètement disparu. A contrario, on sera peut-être accompagné par des solutions complètement différentes. On voit certains qui se sont essayés dans le métavers, qui ont créé des environnements virtuels, complètement virtuels dans le métavers. Bon, pour l'instant, le métavers, ça a été des grandes annonces et pas trop de réalisation, mais voilà, c'est aussi une piste peut-être potentielle pour demain. Votre boule de cristal à vous? J'aimerais remonter peut-être à quelques années en arrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un outil qui s'appelle ChatGPT. Le T de ChatGPT, ça se réfère au Transformer, qui est un outil qui essentiellement a servi à Google à partir de 2018 pour donner des résultats le plus pertinents. Donc, ce qui est derrière
va être toujours plus ou moins la même chose, qui va avancer bien sûr et devenir plus puissante. Et puis la façon dont on interagit avec, ça va être à travers peut-être une barre de recherche, peut-être un bot, peut-être une conversation audio, peut-être un petit robot qui aura l'air d'un animal. Ça, c'est difficile à voir et je pense que nous, les utilisateurs, nous aurons des choses à dire par rapport à ça. Mais la technologie derrière sera probablement unifiée et puis particulièrement puissante. Ok, bon, on verra ça ces prochains mois, ces prochaines années. Une nouvelle façon d'interagir avec des chatbots. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre expertise, Sylvia Quarteroni, Yann Mainvis. Et puis, je vous invite à nous retrouver le 31 octobre prochain lors du Forum des 100 au Swiss Tech Center de l'EPFL. Nous aborderons encore ces questions très importantes. Merci beaucoup et bonne soirée.